Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente fin de semaine. Alors comme je l'ai dit sous ma vidéo de jeudi dernier, je fais des tests avec l'image parce que certains d'entre vous m'ont dit que la luminosité était pas belle et que ma caméra avait l'air abîmée. Comme je le disais aussi dans ma vidéo de jeudi dernier, compliqué pour moi d'acheter une nouvelle caméra, donc j'espère que mes tests vont fonctionner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez la qualité visuelle de la vidéo de jeudi, du coup ceux qui ne l'ont pas vue, allez la voir. Ou la qualité de la vidéo d'aujourd'hui, parce que vraiment je suis un peu perdue étant donné que j'ai aussi compris, parce que je suis pas la reine des PC ni de l'editing, hein, je peine. Donc j'ai bien compris qu'aussi ça dépendait des ordinateurs de chacun. Donc je compte vraiment sur vos retours. Aujourd'hui, vous allez voir, on est encore dans un sujet de déclassification de documents par la CIA, le FBI et autres organismes secrets qui font l'effet d'un coup de tonnerre et surtout qui valident encore une fois comme quoi les chercheurs de vérité, oui parce qu'à un moment donné il va falloir arrêter de les appeler des conspirationnistes parce que là vous allez voir c'est encore la preuve que donc les chercheurs de vérité avaient raison, une preuve de plus, une preuve supplémentaire. À un moment donné il va falloir que ceux qui chaque fois mettent en avant le côté conspirationniste des gens prennent 2 secondes, respirent intensément et se mettent à la page parce que vous allez voir encore une conspiration qui s'avère être une vérité que l'on a tenté de nous dissimuler. Cette fois-ci, le dossier concerne l'un des hommes les plus haïs de la planète. Je parle bien évidemment d'Adolf Hitler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux absolument remercier mon partenaire du jour pour sa confiance. On doit aussi parler d'un sujet que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, la cybersécurité. On vit dans un monde où nos infos perso sont littéralement en libre accès si on ne fait pas gaffe. Et vu le nombre de messages que j'ai reçus après mon dernier placement avec CyberGhost VPN, clairement, vous avez capté l'importance du truc. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que ça leur a changé la vie pour sécuriser leur connexion et certains m'ont même redemandé mon lien promo pour en profiter. Alors comme je vous écoute et que j'adore être réactive à vos demandes, c'est reparti pour une nouvelle session de protection ultime sur le web. Alors, CyberGhost VPN, c'est quoi? C'est un VPN, un réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos données sur Internet et de naviguer en toute sécurité, que ce soit chez vous ou sur un Wi-Fi public, dans un café, une gare ou un aéroport. Parce que vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Ces Wi-Fi publics, il faut le savoir, sont de vrais passoires pour les hackers. Et avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est masquée, vos données sont cryptées et vous êtes protégé en permanence. Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN, ce n'est pas juste un bouclier numérique. C'est aussi un passeport pour tout le contenu du monde entier. Vous avez bien entendu. Vous en avez marre des vidéos bloquées dans votre pays? Grâce à CyberGhost, écoutez ça, vous pouvez débloquer plus de 40 services de streaming, Netflix US, Hulu, Amazon Prime, Disney+, etc., etc. Contourner les restrictions géographiques et accéder à des sites inaccessibles chez vous. Et enfin, jouer sans limite à des jeux non disponibles dans votre région et profiter de meilleures offres en ligne. Et en plus, c'est ultra simple à utiliser. Dispo partout, Windows, Mac, OS, Android, iOS. Un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils en même temps. Zéro tracking, contrairement à d'autres services, CyberGhost ne collecte ni ne revend vos données. Et enfin, une offre exclusive, parce qu'en utilisant mon lien en description, vous bénéficiez de 83% de réduction, soit 2,03 € par mois, plus 4 mois gratuits. C'est pas plus que ça, je pense que c'est pas possible. Testez-le vraiment sans risque, parce qu'en plus, vous avez une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés, un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et déjà plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Et qui en plus témoignent sur Trustpilot de combien ce service est au top niveau. Donc si vous voulez naviguer en toute sécurité et accéder à tout Internet sans limite, cliquez sur le lien en barre de description et profitez de mon offre avant qu'elle ne disparaisse. Dites-moi aussi en commentaire, parce que ça m'intéresse, sur quel service de streaming vous allez binge-watcher en premier avec CyberGhost VPN. Comme ça, je vais voir si on a les mêmes goûts.
Voilà les amis, je suis vraiment très contente de cette collaboration, mais il est temps pour nous de rentrer directement dans le vif de notre sujet. Et oui, vous êtes-vous demandé, et si Adolf Hitler ne s'était jamais suicidé? Et si l'homme le plus haï de l'histoire avait tranquillement refait sa vie à des milliers de kilomètres de Berlin, sous un autre nom, dans une autre vie, protégé par les mêmes puissances qui l'avaient combattu? Cela paraît insensé, je l'admets, encore une stupide théorie conspirationniste diront certains, parce que c'est déjà le cas, cette théorie, on l'a déjà entendue, elle a été déjà tournée en ridicule. Et alors écoutez bien ce qui suit, car aujourd'hui, en 2025, l'Argentine vient de lancer un pavé monumental dans la mare de l'histoire officielle. Et les documents déclassifiés de la CIA, du FBI et les opérations oubliées de la guerre froide commencent à révéler un scénario qu'on n'osait jusque-là qu'imaginer. Et oui, Adolf Hitler aurait survécu à la Seconde Guerre mondiale. Il aurait fui, il aurait vécu longtemps. Et le plus incroyable, c'est que ce n'est plus une théorie, mais un faisceau d'indices troublants, cohérents et aujourd'hui, vous allez le voir, irréfutable. Alors préparez-vous, je vous le dis, thé, café, popcorn, installez-vous confortablement parce que c'est parti, on y va, c'est maintenant et ça va décoiffer. Go! 1955, 10 ans après la capitulation du Troisième Reich. Officiellement, Hitler s'est suicidé dans son bunker le 30 avril 1945 à Berlin. Il faut quand même savoir que l'histoire des événements réels survenus dans le bunker du Führer à la fin avril 1945 et après comporte effectivement plusieurs zones d'ombre. À commencer par exemple par le fait que les témoins des derniers jours de Hitler, les gardes et les employés de la chancellerie du Reich, ont donné des témoignages contradictoires. Selon la version officielle, Adolf Hitler et son épouse Eva Braun se sont ôtés la vie le 30 avril 1945. Le Führer lui-même aurait pris une ampoule de cyanure de potassium et se serait tiré une balle dans la tête, tandis qu'Eva Braun aurait été empoisonnée. À la suite de Hitler, le 1er mai 1945, Joseph et Magda Goebbels, ainsi que leurs 6 enfants, se seraient aussi ôté la vie. Conformément aux dernières volontés de Hitler, son corps, ainsi que celui de son épouse, furent aspergés d'essence et brûlés dans la cour de la chancellerie du Reich. Alors, conformément déjà aux dernières volontés de Hitler, ça ne va pas du tout avec les recherches que faisait le personnage et surtout les croyances du personnage, mais c'est ce que officiellement il a été dit pour expliquer que plus personne ne pouvait dorénavant identifier le corps. Bien pratique. Pendant la prise du quartier gouvernemental de Berlin, le contre-espionnage militaire soviétique accorda une attention particulière à l'arrestation de tous ceux ayant un lien avec l'élite nazie, ainsi qu'à la saisie des documents du quartier général nazi. Ce sont eux qui interpellèrent les personnes sur les témoignages desquels repose la version officielle de la mort de Hitler. Il y avait parmi eux le caporal du bataillon combiné de la SS Paul Mazers, le garde du Führer Erich Habermann, le technicien de garage Karl Schneider et le cuisinier Wilhelm Lange. C'est d'eux que les officiers du contre-espionnage apprirent que Hitler se trouvait dans le bunker jusqu'au 30 avril et qu'ensuite son corps aurait été brûlé dans la cour et du coup plus dans la cheminée, ou dans la cheminée et après dans la cour, vous allez voir. Le 3 mai, des soldats soviétiques découvrirent des corps carbonisés dans le jardin de la chancellerie du Reich, parmi lesquels furent identifiés les cadavres donc du couple Goebbels et de leurs enfants. Ce n'est que 2 jours plus tard, le 5 mai, que 2 autres corps carbonisés appartenant à un homme et à une femme furent retrouvés dans un cratère formé par une bombe. À leur côté, 2 cadavres de chiens. Des employés de la chancellerie du Reich affirmèrent que ces restes appartenaient à Hitler, Eva Braun et leurs chiens. L'identification du corps fut confiée à une commission spécialement créée à cet effet. Une petite commission, un petit huis clos, vous avez compris quoi, le truc hyper chelou. De toute façon, on est d'accord que dès qu'il y a des commissions qui sont créées ponctuellement, quand il y a des trucs comme ça, des pop-up,
Ils ont créé des commissions pop-up. Vraiment des commissions, hop, voilà, c'est éphémère. Qui sont créés pour pratiquer des jugements à l'emporte-pièce, établir des faits historiques qu'en plus tu n'as même pas le droit d'interroger parce que sinon tu passes pour tout un tas de choses, surtout en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas utiliser les mots parce que sinon on va venir m'agresser, mais vous avez compris où je voulais en venir. Bref, donc des petites commissions éphémères entre gens du même acabit, des mêmes croyances, des mêmes, qui défendent les mêmes causes et qui décident voilà, que ce sera ça et pas autre chose, la vérité, et qui après disparaissent, mais que quand même on t'apprend ça à l'école. Enfin, voilà, un truc complètement ubuesque de mon point de vue. Les principaux documents sur lesquels s'appuient les conclusions de la dite commission sont les archives du cabinet dentaire de la chancellerie du Reich et les témoignages du dentiste d'Hitler, le professeur Blaschke, et de son assistante Käthe Geusermann. Sur la base des éléments recueillis, les agents du contre-espionnage soviétique, britannique et américain ont conclu que les restes retrouvés dans le jardin de la chancellerie du Reich appartenaient donc à Adolf Hitler et à son épouse. Les conclusions de l'expertise soviétique, rédigées à la fin du mois de mai, furent envoyées à Joseph Staline, mais ne furent jamais rendues publiques. Et vous allez voir que c'est d'autant plus étrange que la réaction de Joseph Staline en dit quand même assez long. Le mystère entourant la mort d'Adolf Hitler poussa de nombreuses personnes à douter de la version officielle. Forcément. En effet, les corps découverts dans le cratère étaient extrêmement brûlés. Il était impossible d'identifier leur appartenance par la forme des pavillons auditifs ou par les empreintes digitales. Les témoignages des témoins se contredisaient, puis les lieux, c'était dans la cheminée, c'était dans la cour, il n'y avait pas les chiens, il y avait les... Enfin bref. De plus, le 4 mai 1945, le cadavre du sosie du Führer, parce que oui, le Führer avait un sosie, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais qu'ils ont tous des sosies, et que de notre époque, c'est limite plus des sosies, c'est limite des clones. Je dis limite, mais vous comprenez. Je vous mets d'ailleurs cette vidéo pour ceux que ça intéresse, en lien dans la barre de description de celle-là, parce que c'est assez fascinant. Et bien, donc, je reprends. Le 4 mai 1945, le cadavre du sosie du Führer Gustav Wehler fut découvert. Donc, la seule preuve que les corps appartenaient à Hitler et à son épouse est donc un fragment de mâchoire uniquement. Fait intéressant, un morceau de crâne présentant un trou de balle ne fut découvert que 6 mois plus tard, en 1946, lorsque le NKVD mena une enquête complémentaire. Ce qui est tout aussi notable, c'est que Staline, c'est pour ça que j'ai insisté quand je vous en parlais, jusqu'à sa mort, continua d'ordonner aux services de renseignement de rechercher les traces d'Adolf Hitler. En juin 1945, les supposés restes d'Adolf, d'Eva Braun, de Joseph et Magda Goebbels, ainsi que de leur enfant, à l'exception des fragments ayant permis l'identification, furent alors enterrés dans une forêt près de Rasenau. En février 1946, ils furent réinhumés dans l'enceinte du département du contre-espionnage de la ville militaire soviétique de Magdebourg. Pourquoi ils ont inhumé, désinhumé, réinhumé en quoi enfin, quand même, rien que ça, en soi, on sait comment les corps, même des plus grands dictateurs, ont été conservés. Et lui non. Lui, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi il a été enterré là, pourquoi ils ont gardé des fragments par ici. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En 1970, lorsque la ville militaire fut transférée à la partie allemande, le président du KGB de l'URSS, Yuri Andropov, proposa au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique de détruire les restes de Hitler, de Braun et des Goebbels. Le chef du KGB justifia sa position par le fait que ces restes pouvaient devenir des objets de culte pour les néo-nazis. Les restes furent donc brûlés, réduits en cendres, jusqu'à former une masse homogène, puis jetés du coup dans la rivière, cette fois Biederitz. On est d'accord que rien que ça, c'est quand même, à moins que tu crois tout ce qu'on te raconte et que tu aimes bien gober les mouches, ou en tout cas que tu aimes bien ne pas penser par toi-même, je vais le dire comme ça, on est d'accord que si tu as un petit peu de logique, d'esprit critique et de sens de l'observation, tu te dis c'est bizarre. De nos jours, la raison invoquée d'ailleurs pour la destruction des restes semble complètement tirée par les cheveux. Rien n'empêchait les agents de la sécurité d'État soviétique de transférer les échantillons sur le territoire de l'URSS.
En réalité, aujourd'hui, les archives spéciales du KGB ne contiennent plus qu'un fragment de mâchoire, on a vu Madame Duchesse qui vient de passer, hein, et de crâne, supposément appartenant à Hitler, ainsi que les procès-verbaux d'inspection du lieu de découverte et ceux de la destruction des restes en 1966. Alors forcément, après tout ça, excusez-moi, mais il y a de quoi se poser une question bien légitime. Existe-t-il suffisamment de raisons pour être sûr à 100% du S d'Adolf Hitler? N'oubliez pas, je dis S, je vous l'avais expliqué, c'est un mot que YouTube strike de manière tout à fait arbitraire, systématiquement, donc je vais dire S pour sauter la vie. Comme on le voit, en tout cas, toutes ces raisons mis bout à bout n'ont pas convaincu le chef de l'État soviétique, Joseph Staline. Forcément, une question en chasse une autre, le Führer pouvait-il quitter son bunker et laisser le corps d'une ou plusieurs autres personnes à sa place? Certains disaient que c'était pas possible, moi j'ai envie de vous dire certainement, étant donné que des représentants de l'élite nazie comme Martin Bormann et d'importants responsables SS l'ont fait jusqu'à fin avril. Et pourtant, personne n'a voulu continuer à explorer cette piste. Les historiens du système ont crié au complot quand certains ont osé envisager l'idée qu'Adolf Hitler avait peut-être fui. Oui, on nous a expliqué que c'était littéralement impossible, qu'il fallait quand même garder à l'esprit que la santé d'Adolf Hitler était déjà très fragile au printemps 1945, et que du coup, tellement fragile, il ne pouvait pas voyager, le pauvre homme. Le leader nazi était d'ailleurs maintenu en vie, toujours selon les versions officielles, grâce aux injections du docteur Theo Morel. Hitler, 56 ans, aurait difficilement survécu à un long voyage, enfin, qu'allez-vous imaginer, que ce soit à travers l'Europe déchirée par la guerre, ou même en sous-marin jusqu'en Argentine, ou éventuellement au pôle Sud, comme certains l'ont dit, comme certains l'ont envisagé, mais absolument pas, il était trop fragile cet homme. Et compte tenu des recherches particulièrement acharnées des nazis en Amérique latine par les services secrets israéliens, il était absolument peu probable, voire même inenvisageable, qu'il ait pu s'y cacher longtemps, même en changeant de nom. Mais enfin, arrêtez-vous, ne soyez pas conspirationniste. Croire le contraire revenait à être encore un foutu complotiste, parce que l'histoire, on vous l'a dit, elle est close. Le monsieur de 56 ans à la santé fragile s'est ôté la vie. Arrêtez d'imaginer tout et n'importe quoi. Sauf, que non. Nous sommes le lundi 24 mars 2025 et le soleil d'automne projette une lueur dorée sur Buenos Aires, illuminant les murs roses emblématiques de la Casa Rosada. À l'intérieur, le président Javier Milei, un libertaire zélé connu pour son style sans complexe, se tient devant une marée d'appareils photo étincelante et de journalistes enthousiastes. Sa voix crépite de conviction lorsqu'il annonce 2 mesures révolutionnaires qui propulseront l'Argentine sous les projecteurs du monde entier et forceront le pays à affronter son passé plus que sombre. Il ne s'agit pas seulement d'une politique, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre, dont le contenu est sur le point, les amis, de réécrire les livres d'histoire et de susciter des débats et des batailles au conseil d'administration. Ah oui, je vous le dis encore une fois, si ceux qui ne croient pas qu'on est dans l'âge des révélations, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, parce qu'en ce moment, elles s'enchaînent les unes après les autres. Et moi, je suis ravie et enthousiasme parce qu'elle le confirme tellement de choses que je raconte sur ma chaîne depuis tellement de temps et qui m'ont valu des railleries, des critiques, etc. Donc, je suis ravie de toutes ces confirmations, quoi. La première bombe fait l'effet d'une vérité longuement occultée. À la demande du sénateur américain Steve Daines, un républicain du Montana déterminé à percer les mystères de l'après-Seconde Guerre mondiale, Milei a ordonné la déclassification immédiate de tous les documents officiels liés aux nazis réfugiés en Argentine après l'effondrement du Reich hitlérien en 1945. Il ne s'agit pas de simples dossiers poussiéreux qui languissent dans un sous-sol oublié, les amis. Il s'agit d'un véritable trésor de secrets, registres financiers, dossiers d'immigration et correspondances codées, gardés comme des trésors d'État par le ministère de la Défense depuis près de 8 décennies.
Selon le chef du cabinet Guillermo Franco, figure au regard d'acier devenu le bras droit de Milei, cette décision brisera un mur de secret qui s'est dressé depuis l'époque où l'Argentine de Perón est devenue un refuge improbable pour certains des fugitifs les plus célèbres de l'histoire. Et Milei ne s'est pas arrêté là. Alors que le monde vibrait déjà à l'idée de cette première révélation, il a enchaîné avec une seconde annonce tout aussi électrisante. Le porte-parole de la présidence, Manuel Adorni, a dévoilé une initiative parallèle, la déclassification des archives des forces armées de la brutale dictature militaire argentine de 1976 à 1983. Vous connaissez l'expression « c'est à la fin du bal qu'on doit payer les musiciens » ? Bon, ben là, on dirait qu'il y a des vérités qui vont sortir, il y en a, ils sont pas prêts. Et là, je le répète, on ne parle pas seulement de documents bureaucratiques, ce sont les chroniques brutes et sans filtre d'un régime qui a marqué l'âme de la nation. Connue sous le nom de guerre sale, cette période a vu des dizaines de milliers de personnes disparaître. Torturées ou tuées, leur sort était enveloppé d'un brouillard de déni et de demi-vérité. Pendant trop longtemps, ces dossiers ont moisi sous le contrôle du secrétaire d'État au renseignement, une agence obscure réputée pour garder ses secrets comme un dragon amassant de l'or. Et effectivement, vous allez voir qu'il y a de quoi garder secret, qu'il y a de quoi flipper de ces vérités qui hébergent, car c'est littéralement le choc. Dans ces archives déclassifiées du FBI, de la CIA et autres, on découvre un tout autre récit concernant Adolf Hitler et la fin de la guerre. Une traque secrète menée des années après la guerre. Une traque pour retrouver un homme qu'on dit mort, mais que des agents secrets, eux, cherchent encore. Le nom de code de cette personne, Adolf Schristelmayer. Le lieu, la Colombie. La date, 1954. Une photo, regardez, deux hommes. L'un serait un ancien officier SS nommé Philippe Citroën. L'autre ressemblerait de manière frappante à Adolf Hitler. Dans les rapports déclassifiés, on peut lire « Citroën affirme rencontrer régulièrement Hitler en Colombie. Il parle ouvertement de leur relation et il prétend que le temps écoulé depuis la guerre rend toute poursuite judiciaire caduque. » La CIA a pris à l'époque cette information très au sérieux. Assez en tout cas pour lancer une vérification sur place. Assez pour qu'un informateur, code 6 Mélodie-3, suive la piste jusqu'en Argentine. Et ce n'est pas tout, les amis. Un autre rapport daté d'octobre 1945 révèle que les services du War Department American soupçonnaient Hitler d'avoir trouvé refuge dans un hôtel de la Falda en Argentine. Un hôtel tenu par des sympathisants nazis, proches de Goebbels, intimes d'Hitler, financiers du Troisième Reich. Alors, simple rumeur, au début d'une cavale qu'on a tenue secrète au reste de l'humanité. Après la chute de Berlin, des centaines de nazis ne sont pas capturés. Ils disparaissent, littéralement. Pas dans la nature, mais dans des filières organisées, structurées, surnommées Ratline. Ces routes de l'ombre mènent d'Allemagne à Gênes, puis de Gênes à l'Amérique du Sud. Et derrière ces itinéraires, des complicités à haut niveau, membres du Vatican, Croix-Rouge, gouvernement neutre, et j'en passe. Des figures comme Joseph Mengele, Adolf Eichmann, Otto Skorzeny, tous y ont eu recours. Tous sont arrivés en Argentine. Et l'incroyable découverte que personne n'oserait contester est que là-bas s'était développée une société allemande bien nazie. Une équipe d'enquêteurs a même mis la main sur l'acte de mariage du sinistre docteur Joseph Mengele, surnommé l'ange de la mort. J'ai fait des vidéos sur ce personnage abject, ce démon, parce que pour moi c'est un démon. Pour ceux qui ne les auraient pas vus, je vous mets les liens en barre de description. Eh ben le gars qu'on croyait, soi-disant arrêté, tué, whatever, le gars, il vivait sa best life en Argentine jusqu'à se marier. Il va faire limite une fête pour son mariage. Ainsi, ce petit monde circulait librement, alors même, les amis, que se tenait le procès de Nuremberg.
Donc forcément, quand de ce côté-là, bon, c'est des faits, que c'est factuel, qu'il ne s'agit absolument pas de conspiration, que aujourd'hui c'est des faits qu'on raconte et que depuis un certain temps et que c'est entendu comme être une vérité indiscutable, pourquoi ça semblait aussi énorme qu'il puisse être de même pour Hitler ? Pourquoi pas Hitler? Le président argentin de l'époque, Juan Domingo Perón, admirateur déclaré de Mussolini et Franco, accueillait les bras ouverts les anciens du Reich. Sa femme, Eva Perón, dite Evita, participe au réseau. Le général Rodolfo Freude, bras droit occulte du régime, organise les identités, les cachettes et les transferts. L'Argentine est devenue rapidement un sanctuaire nazi. Et donc forcément, si la majorité des criminels de guerre y ont trouvé refuge, pourquoi les plus recherchés, les plus dangereux de tous, n'auraient-ils pas fait de même? Pourquoi c'était si énorme d'envisager qu'ils puissent être là-bas, hein? Pourquoi il fallait absolument tourner en dérision cette possibilité? En 2015, une série documentaire diffusée sur la chaîne History, que je vous conseille d'aller voir parce qu'elle est toujours disponible, va relancer l'affaire. Le nom de cette série documentaire, Hunting Hitler, comprenez, chasser Hitler. À sa tête, Bob Baer, ancien agent de la CIA. Avec lui, des criminologues, des spécialistes des crimes de guerre, des forces spéciales. Leur objectif, reconstituer l'évasion possible du Führer. En 24 épisodes, à l'époque, il avait retracé les tunnels. Ça, c'est problématique. Dès qu'on parle de tunnels, on passe pour une complotiste, alors que, allô, au secours, maintenant, il faudrait peut-être intégrer que c'est la réalité, hein. Donc, des tunnels de fuite à Berlin, des vols jusqu'en Espagne, des bateaux au départ de Gênes, et enfin, des refuges en Argentine, au Paraguay, au Brésil. Ils ont trouvé des maisons fortifiées au cœur de la jungle, des bases nazies camouflées, des preuves matérielles, actes de mariage, signatures, objets nazis et surtout un tissu social local profondément germanisé, des villages entiers parlant allemand, des enfants blonds aux noms typiques, des rituels, des symboles, des constructions. En vérité, un quatrième Reich discret mais bien réel. Et pourtant, encore une fois, c'est passé sous silence. Le gars a été traîné dans la boue. C'était de conspiration. Ça n'existe pas. C'était de l'hallucination pure et simple. Alors que vous avez vu avec les photos, le gars avait des preuves à l'appui. Hein. Mais encore une fois, la preuve que vraiment la population, elle est on ne peut plus manipulable, quoi. Et donc, on arrive au 24 mars 2025. Buenos Aires, je vous le disais, le président Javier Milei monte à la tribune et il lâche une bombe en direct devant un parterre de journalistes. Tous les documents relatifs à l'accueil des nazis après 1945 seront déclassifiés. Tous les fichiers de la dictature militaire de 76 à 83 également. Un double choc historique, une libération d'archives, comprenez-le, sans précédent. L'objectif, clore les rumeurs, ou au contraire, les confirmer. Les historiens s'agitent, les familles frémissent, les services secrets se taisent. Mais ce qui est sûr, c'est que ce geste a déclenché une onde de choc mondial. Certains y voient une opération de vérité, d'autres un barreau d'honneur avant la révélation d'une vérité que certains annoncent insoutenable. Et si l'histoire du XXe siècle devait être entièrement réécrite? Et ça, je trouve que c'est absolument dingue. Pendant des décennies, on a traité de fous ceux qui osaient dire Hitler n'est pas mort à Berlin. On les a qualifiés de conspirationnistes, de négationnistes, de fêlés du complot. Mais aujourd'hui, les archives parlent. Et ce qu'elles disent, c'est qu'il n'y a jamais eu de certitude. Le FBI, la CIA, l'armée américaine, tous ont poursuivi l'hypothèse et l'ont prise, en tout cas, quoi qu'il en soit, au sérieux. Tous ont cru qu'il avait réussi à s'échapper. Et encore une fois, ça représente des coûts, ça représente des mobilisations, ça représente beaucoup de choses qui font que ce genre de personnes ne suivent pas des chimères. On ne les envoie pas si de base, il n'y a pas quand même un sérieux doute, je vais le dire comme ça. Ce qui était moqué hier devient plausible aujourd'hui. Et ce qui est encore caché pourrait bien tout faire basculer demain. Alors posons-nous la question, pourquoi avoir menti ? Qui a couvert cette fuite? Et surtout,
Au nom de quoi? Parce qu'il ne s'agit pas que d'un homme, qu'on soit clair. Il s'agit d'un système. Un système qui, après 1945, a changé de visage, mais pas d'objectif. Un système qui s'est fondu dans les institutions, les laboratoires, les agences spatiales, et qui peut-être aujourd'hui encore poursuit son rêve fou, le rêve d'un monde sous contrôle. Vous la voyez arriver la quenelle? Vous comprenez ce que j'essaie de sous-entendre? Et ceux, en tout cas, qu'on appelait conspirationnistes, ceux qui depuis 70 ans disaient que la version officielle était fausse. Aujourd'hui, vous voulez que je vous dise un truc? Vous n'avez plus besoin de crier, car ce sont les archives qui crient pour vous. Et ça, c'est quand même une drôlement belle victoire. Et du coup, en bonne chercheuse de vérité, je ne peux que poursuivre l'interrogation de ces chercheurs-là qui sont allés très loin dans leurs investigations, parce que clairement, qui nous dit que certaines des théories du complot qui circulent sur Internet ne seraient pas vraies, du coup, puisque chaque fois, ça se confirme. Depuis des années, une rumeur persiste sur les forums alternatifs et les canaux conspirationnistes. Angela Merkel, ancienne chancelière allemande, serait la petite fille cachée d'Adolf Hitler. Un pur délire? Peut-être. Et pourtant, en même temps, j'ai envie de vous dire, les arguments évoqués, bien que largement discrédités, n'en sont pas moins intrigants, les amis. Des ressemblances physiques, une date de naissance, 1954, compatible du coup avec une fuite en Argentine. Un père, pasteur à l'étrange profil, lié selon certains à des réseaux est-allemands. Des comportements analysés à la loupe comme révélateurs d'un héritage idéologique. Aucune preuve officielle, bien sûr, mais forcément, ils font tout pour les détruire. Aucun document généalogique, forcément, il est censé être mort. Mais une idée qui fascine, car elle interroge. Que reste-t-il de Hitler dans le monde aujourd'hui? Parce que clairement, on n'en sait rien. S'il est mort à 95 ans, il a eu le temps d'inonder le monde avec sa descendance. Et tout devient possible, y compris que l'idéologie persiste sous couvert, mieux dissimulée, mieux cachée. Mais ça a tellement de sens. J'ai hâte de lire vos commentaires, je vous jure. Avant elle, un homme a aussi affirmé être le fruit d'un amour interdit entre Hitler et une Française. Cet homme s'appelait Jean-Marie Lauré, né en 1918. Il a porté ce secret toute sa vie. Les autorités n'ont jamais confirmé, mais les doutes, eux, sont restés, parce qu'ils n'ont ni confirmé, ni infirmé. Et le Jean-Marie Lauré, il était quand même assez convaincant. En tout cas, lui croyait à son histoire. Et si donc Hitler avait eu des enfants? Et si, dans une ferme perdue d'Argentine ou de Colombie, une descendance secrète avait grandi? La question est on ne peut plus légitime. Et puis il y a d'autres hypothèses qui vont encore plus loin que ça. Hein. Des clones, des manipulations génétiques, des héritiers élevés dans des colonies germaniques secrètes, une société parallèle, un Reich invisible. Certaines communautés germanophones en Patagonie sont restées fermées sur elles-mêmes pendant des décennies. Des villages entiers aux façades alpines parlent encore le dialecte bavarois où des traditions de notre siècle ont persisté. Là, dans ces enclaves, des chercheurs ont trouvé des objets nazis, des registres, parfois même des uniformes soigneusement conservés. Un centre médical isolé dans les montagnes aurait été financé par d'anciens membres du Reich pour y pratiquer des expérimentations eugénistes jusqu'aux années 1980. Des témoins affirment qu'on y faisait des tests ADN bien avant que cette technologie ne soit officiellement accessible au public. Et si ces lieux avaient vu naître une nouvelle génération, une génération manipulée, conditionnée, améliorée? Pareil, la question est légitime. Fantaisie, fiction, peut-être. Mais souvenez-vous, on a longtemps ri de ceux qui disaient qu'Hitler avait fui l'Europe. On les appelait les fous, jusqu'au jour où des documents officiels ont dit clairement le contraire. Du coup, question, et si cette vérité de génération, de descendance, si cette vérité-là attendait juste encore d'être dévoilée? Moi, je pense qu'il y a des grandes chances que ce soit la suite de la déclassification de ces documents de dingue. Voilà les amis, moi ce sujet, vous avez dû le voir, hein, m'enthousiasmait de fou, parce que en soi, ça confirme, c'est une belle façon de confirmer à tous ceux qui se moquent des chercheurs de vérité, à tous ceux qui se moquent de ceux qui interrogent, à tous ceux qui croient que parce qu'ils ont étudié la Seconde Guerre mondiale en 6e, ils en savent mieux que
des chercheurs indépendants qui sont contraires au narratif officiel, mais qui pour le coup ont quand même bien plus de connaissances que celles acquises sur les bancs de l'école, qui se permettent avec leur arrogance de venir rire à gorge déployée, alors que, tu vois, parce que tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de même de tenir pour vrai des choses que tu as apprises sur les bancs de l'école, mais sois humble dans ton approche. Dis-toi que c'est comme si moi, je vais donner un exemple qui va permettre de comprendre tout de manière très claire. C'est comme si moi, je rencontrais un joueur de tennis professionnel qui s'entraîne tous les jours sur le court, qui étudie le tennis et que je me plante sur le terrain de tennis et que sous prétexte que j'ai lu un livre écrit même par Roger Federer lui-même, je te dis, attends, laisse-moi, je vais t'expliquer comment tu vas servir et comment il faut servir. Non, arrêtez. Ou alors, l'approche est différente. Dis, écoute, moi j'ai lu autre chose, j'ai vu autre chose. Si je peux me permettre de partager avec toi, peut-être tu devrais regarder aussi dans ce sens parce qu'il y a peut-être des infos que tu n'as pas. Et voilà. Et là, on est dans une approche constructive. Et là, on est dans une approche où tu as le droit de croire ce que tu veux, tu as le droit de douter ce que tu veux. Nous, tout ce qu'on fait au final, c'est chercher. Chercher où on nous a menti et essayer de se rapprocher le plus de la vérité. Il n'y a personne sur ma chaîne qui dit c'est ça et c'est pas autrement. Et des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent pas ça. Et en tout cas, ce qui me rend donc enthousiaste, c'est de me dire, ben voilà, encore une déclassification de documents qui donne un gros coup de pied dans la fourmilière et qui, j'espère, va à minima, même s'il ne le croit pas, à minima, éveiller des consciences sur le fait que, quand même, on a la preuve que ça fait des années qu'on nous manipule. Voilà les amis, là j'ai fini, c'est bel et bien fini. J'espère que ce sujet vous aura autant passionné qu'à moi. Avant aussi de partir, je voulais dire un immense merci à Cyberghost, mon partenaire du jour. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien que je vous mets en barre de description de cette vidéo pour bénéficier de 4 mois offerts plus 83% de réduction. C'est l'offre exclusive que je vous propose. Protégez vos données, votre vie privée et votre connexion contre toutes les menaces du web avec l'un des VPN les plus puissants du marché. Et en plus, le meilleur, n'oubliez pas, vous pouvez l'essayer sans aucun risque grâce à leur garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Voilà les amis, vous savez que pour m'aider plus que jamais, parce qu'à force, je vois bien qu'il y en a plein d'entre vous qui viennent me dire et qui ne reçoivent pas les notifications, que certains ont été désabonnés alors qu'ils ne l'avaient pas fait, qu'ils ont fallu qu'ils se réabonnent, etc., etc. Donc plus que jamais, j'ai l'impression que YouTube me boycotte. Alors pour m'aider, la meilleure solution, on like, on commente, on partage. Pour l'algorithme, il n'y a pas plus gros soutien. Les petits nouveaux, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on est fort. L'intérêt étant à terme de véhiculer le plus de vérité et le plus d'infos pertinentes possible. Et ça, quoi de mieux qu'une grosse communauté pour pouvoir spray everything au plus grand nombre. En attendant de se retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.